Donc, merci d'être venu. D'abord, quelques points d'organisation. Les orateurs et eux seuls sont enregistrés et sous 48 heures ou 3 jours ou quelque chose comme ça, il y aura tous les discours des uns et des autres, plus certaines questions et réponses intéressantes qui seront disponibles sous forme d'une visio. Donc tous ceux qui sont inscrits recevront le lien pour eux-mêmes s'ils ont envie de revenir sur tel ou tel point, noter des points de détail, ou alors pour transmettre à des collègues ou amis que l'affaire pourrait intéresser. Ultérieurement, il y aura 2 éléments écrits et imprimés, un numéro spécial de la revue Sécurité Globale avec tous les textes des interventions en intégrale, en gris, ça va être sérieux, peut-être même un peu sévère, mais vous aurez tout le contenu de la journée dans ce numéro de Sécurité Globale. Ceux qui sont venus ici et dont nous avons le mail recevront le PDF de la revue et qu'ils pourront sans difficulté, là aussi, transmettre à des collègues ou à des amis ou à des gens que les perspectives que nous allons étudier aujourd'hui pourraient intéresser. Il y aura aussi, car une grande partie du travail que nous allons faire aujourd'hui a comme fondement la géopolitique. Si on veut savoir à quelle sauce les uns et les autres en Europe nous allons être mangés en 2030, cette réflexion-là, elle est d'abord géopolitique. Il faut avoir des cartes. Tout à l'heure, nous vous donnerons un exemple de ce sur quoi nous réfléchissons et d'éléments géopolitiques cartographiés qui, s'ils sont bien utilisés et s'ils donnent naissance à des instruments, à des outils d'aide à la décision développés notamment à partir d'une intelligence artificielle souveraine, ce dont Jean-Baptiste Fantin cet après-midi vous parlera longuement à partir des réflexions que nous avons eues ensemble, à partir des maquettes que nous avons déjà faites. Donc ces cartes-là figureront dans un cahier spécial ou peut-être même un numéro spécial de la revue de géopolitique Conflit, et là aussi vous recevrez le PDF et vous serez informé de tout ça et vous pourrez faire circuler. L'idée générale, c'est d'ouvrir une réflexion, d'ouvrir une discussion sur les problèmes de l'anticipation, et donc de ce fait tout ce qui peut circuler, tout ce qui peut nourrir à la réflexion, tout ce qui peut ensemencer la pensée des uns et des autres sur ce sujet dans la sphère de tous ceux qui sont intéressés par les problèmes de défense, les problèmes d'information, les problèmes de renseignement, etc., est le bienvenu. Et enfin, donc, vous recevrez les vidéos, vous recevrez les PDF, à fur et à mesure où les numéros paraîtront, au fur et à mesure où la vidéo correspondant à ce qui se sera déroulé aujourd'hui dans cette salle vous sera terminée, donc tout cela vous sera communiqué. Le déjeuner donc est libre, vous êtes libre donc d'aller dans les établissements autour de cette salle, mais la salle sera gardée en permanence, donc il n'est naturellement pas recommandé nulle part dans aucun bâtiment public de laisser traîner ces lingots d'or, mais si vous avez quelque chose de moins précieux comme un vêtement ou n'importe quoi, il n'y a aucun problème pour le laisser. Donc voilà pour les indications techniques, et maintenant nous allons entrer dans le vif du sujet et voir ce pourquoi nous sommes réunis ici, voir en la matière, c'est-à-dire quand il s'agit de regarder devant soi sur la route et de voir ce qu'on peut y voir, de voir ce qui est impossible de faire, de voir ce qui en revanche est possible, de voir quelle voie on peut emprunter, et donc d'ouvrir des portes et de faire en sorte qu'on ne soit plus dans la logique antérieure qui a vu depuis à peu près 2008 l'appareil d'État en matière d'anticipation
ressemblait un peu à ce qui se passe quand une mouche se cogne sur une vitre. Vous savez, bzz, bing, et puis 3 fois, 4 fois, elle ne comprend pas pourquoi il n'y a rien et qu'elle ne peut pas passer quand même. Eh bien, il faut sortir de cette position-là, qui n'est pas ni agréable ni positive, de manière à entrer dans la voie d'une recherche et d'échange permettant à la fin ce qu'on souhaite, c'est-à-dire la conception d'outils d'aide à la décision qui permettront aux décideurs, que ce soit dans la sphère de l'appareil d'État, que ce soit dans la sphère des grandes sociétés intéressées par les problèmes de géopolitique, qui représentent un peu partout sur la planète, de réfléchir vite et de réfléchir mieux. Commençons par le commencement. En 2008, c'est-à-dire il y a exactement 15 ans, est paru un livre blanc de la défense. Dans ce livre blanc, un nouveau problème était soulevé, apparaissait une nouvelle nécessité et donc apparaissait pour le monde de la défense une nouvelle mission. Ce problème, cette nécessité, cette mission était celle de l'anticipation. À partir de ce moment-là, on a dit, voilà, on ne peut pas se contenter d'être à chaque fois surpris, d'être pris comme ça, complètement au dépourvu. Et donc, il faut qu'à partir de maintenant, on apprenne à regarder devant nous et qu'on apprenne à tirer des leçons de ce qui apparaît, de ce qui émerge, des phénomènes émergents, de façon à ce que, par la suite, des décisions soient prises qui soient en règle générale, et pour dire les choses simplement, de l'ordre de ce qui se passe en médecine. Vous n'avez pas une médecine, vous en avez deux. Vous avez la médecine préventive. On explique par exemple à un gamin que c'est pas bon de fumer 50 gitanes par jour. Je ne sais pas si les gitanes existent encore, mais enfin 50 cigarettes par jour. Et à la fin, comme ça, 30 ans après, on n'a pas besoin de lui retirer une tumeur grosse comme ça du poumon. Ça, c'est la médecine préventive. Et puis après ça, il y a la médecine curative. Alors, l'appareil d'État français est plutôt pas mal équipé dans le registre du curatif, puisque nous sommes, pour des raisons historiques sur lesquelles il n'y a pas à revenir ici, parce qu'elles nous amèneraient à demain matin, la France a été le premier État-nation constitué d'Europe. Et alors, ce que je vais vous dire là maintenant a fait l'objet d'explications innombrables avec nos amis américains qui ne comprennent pas ce que je vais vous dire maintenant et qui disent oui, oui, mais ils sont dans l'incapacité de comprendre. Voilà. Il ne peut pas y avoir d'armée nationale tant qu'il n'y a pas un État-nation. Il ne peut pas y avoir une police nationale tant qu'il n'y a pas un État-nation. Une fois que l'État-nation est constitué, le premier épisode, la première gestation, le premier accouchement est celui d'une armée nationale et d'une police nationale. La France ayant été la première État-nation constituée en Europe, il s'est doté le premier d'une armée nationale, ce qu'est aujourd'hui l'armée française et dans notre monde à nous, occidental, je ne parle pas de la Chine ou du Pérou, hein, mais dans notre monde à nous, l'armée nationale, l'armée française a été la première nationalisation de l'histoire du monde. On a pris des troupes à des gens privés, des princes, et puis on les a mis au service de l'État. Et la première fois que ce phénomène s'est amorcé, c'était sous le nom de compagnie d'ordonnance, et c'était en 1405. C'est-à-dire qu'à l'époque, 9/10 des États-nations existants en Europe n'existaient pas encore. Comme la France a été le premier à se douter de cet instrument-là, eh bien, tous les autres s'y sont mis. C'est comme quand dans une bande à Marseille, un gang a une Kalachnikov. Alors l'équipe de la terreur nécessite que le gang d'en face en ait aussi une, parce qu'autrement il est chassé de la zone de concurrence. Eh bien, à partir du moment où nous avons créé un État-nation, nous avons créé une armée nationale et nous avons après ça créé au fil des années, au fil des siècles, une police nationale. Comme nous sommes les premiers,
C'est ce qui explique la sémantique existe. Les mots laissent des traces dans la culture et dans l'histoire. C'est ce qui explique que dans la plupart des pays d'Europe, et notamment chez nos amis d'outre-Rhin, allemands, les mots militaires sont des mots français, parce qu'ils ont pris ça là où ça existait. De même qu'aujourd'hui, les mots de la micro-informatique et de l'Internet sont des mots anglo-saxons, parce que c'est là que ça a été inventé. Dans tous les pays d'Europe, le mot utilisé pour la police est le mot français, police, policia, polizei, etc. Et donc, c'est pourquoi la France a été le premier. Alors, essayer de faire expliquer ça à un pays qui s'est constitué avec 12 messieurs bien nés assis autour d'une table et signant une feuille de papier, c'est très compliqué. Et donc, ça aboutit à des résultats tragiques, à savoir que, par exemple, vouloir créer une armée nationale en Afghanistan a abouti au résultat qu'on a vu, c'est-à-dire qu'on a pris des gens dans différentes tribus, on les a mis ensemble, on les a fait marcher au pas, on leur a donné des armes, on les a entraînés, et le jour où le clash a éclaté, chacun est reparti dans sa tribu d'origine, protéger les siens, parce que naturellement, l'idée qu'il puisse y avoir dans les vallées de l'Afghanistan un intérêt commun, un intérêt national, n'avait effleuré personne. Donc, Alain a parlé tout à l'heure du côté factice de la police prédictive, et il y a aussi un côté factice dans le nation building, le fait de vouloir, comme on fait avec un mécano, vous savez, bâtir, ou du Lego, etc., bâtir un État, c'est naturellement impossible, et seul un État-nation peut disposer d'une armée nationale à un moment où l'état de conscience commun d'un peuple sur un territoire est disposé à laisser à l'État le monopole de la violence légitime et à déléguer ses fils ou ses filles dans un organisme commun pour le défendre, pour le protéger, pour le renseigner, pour essayer de faire des choses. Donc, dans la sphère de la défense nationale, légitime en France, car nous sommes un État-nation non seulement, mais le plus vieux sans doute d'Europe, le plus vieux État-nation du monde, à part un autre qui est très spécifique, qui est le Vatican. Le Vatican est plus anciennement organisé et constitué que la France, mais c'est le seul. Donc arrive dans ce monde déjà ancien, avec des habitudes séculaires pour l'armée, tout le monde dans ces administrations d'État nées au fil des siècles étant ancré dans l'idée, mais enraciné à cœur, que pour faire quelque chose, il faut qu'il y ait un précédent. Et le précédent, c'est montrez-moi, s'il n'y a pas de précédent, tout de suite ça devient beaucoup plus compliqué, avec un colonel de gendarmerie qui, généralement, la deuxième année de l'école de guerre est dirigée par un officier supérieur de gendarmerie. Donc là, avec un officier supérieur de gendarmerie, nous avons été voir le général en chef commandant l'école de guerre quelque part vers 1982 ou 1983 pour lui dire il faut créer en deuxième année un cours sur le terrorisme. Alors le général a dit « Ah, il y a un précédent » et donc nous sommes descendus dans les caves de l'école de guerre et nous avons trouvé que jusque vers le mois de mars 1962, il y avait un cours sur le terrorisme traduisait contre les combattants du camp d'en face des guerres de libération nationale. Alors, comme il y avait, avant 62, un cours sur le terrorisme, on a dit, ah ben c'est très simple, et donc nous avons recollé les deux bouts, 1962-1982, et nous avons pu recréer. Quand il n'y a pas ça, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que, séculairement, l'administration, et elle fait bien, parce que ça évite naturellement, dans certains cas, de faire des bêtises énormes, vit dans le culte du précédent. Seulement, l'anticipation ne peut pas se contenter du précédent. Et donc, depuis 15 ans, depuis le livre blanc de 2008, vous avez des essais qui ont été faits, vous avez des tentatives. Ces tentatives ont été faites chez les civils comme chez les militaires, elles ont été faites dans le public comme dans le privé, et toutes n'ont rien donné. C'est-à-dire que nous ne constatons pas à l'heure actuelle. Alors, bien entendu, on peut nous dire c'est très secret, on ne peut pas vous dire, etc. Mais que ce soit secret ou pas, quand quelque chose fonctionne, on en voit les résultats. Hein. Le fait que, quand il y a une force, on en voit les résultats, c'est
déjà dans Aristote, ce n'est pas une nouveauté, une lubie de dernière minute. Donc à partir du moment où vous avez quelque chose qui fonctionne, on en voit les résultats. Là, Covid, zéro anticipation, la guerre Ukraine-Russie, quoi qu'on nous dise, hein, en réalité, zéro anticipation. L'affaire de Gaza, zéro anticipation. Et cette difficulté extrême à anticiper ne concerne pas uniquement nous, en France, parce qu'on serait plus bête que les autres, elle concerne tout le monde. La difficulté est générale, du moins en Europe. C'est-à-dire que le fait de mettre au point des outils d'anticipation, si tant est que ce soit possible, mais on peut essayer dans une certaine voie que je vous indiquerai tout à l'heure, nécessite des efforts assez prolongés, et pour les dirigeants politiques, quels qu'ils soient, hein, je n'incrimine pas les uns plus que les autres, le fait de ne pas pouvoir, dans les 15 jours, aller aux 20 heures de TF1 et dire « alors là, on a une baguette magique, vous allez voir, c'est terrible, etc. » Alors, dès que ce n'est pas possible d'agir comme ça les intéresse tout de suite moins. Mais donc, voilà la perspective dans laquelle nous sommes. 15 ans ont passé depuis 2008. Nous sommes toujours dans une difficulté assez considérable, et la difficulté considérable dans laquelle nous sommes s'explique. Elle s'explique, et ça va être le premier point de mon intervention, elle s'explique parce que ce à quoi nous nous heurtons est l'un des problèmes intellectuels les plus intraitables depuis le début de l'aventure humaine. C'est-à-dire que c'est depuis que l'être humain existe, depuis qu'il est capable de penser, depuis qu'il a été capable de réfléchir, depuis qu'il a pu marquer le résultat de ses réflexions sur des tablettes ou sur des cunéiformes ou sur des objets ou sur des livres ou sur des cahiers ou Dieu sait trop quoi, c'est sans doute le problème le plus intraitable auquel l'être humain se soit confronté. C'est le problème du temps et de la temporalité. L'être humain, quoi qu'il fasse, et dans toute sa vie, et depuis qu'il existe, et sans doute pendant toute la durée de son existence future, tout ce qui se produit, tout ce qui se passe, tout ce qui l'affecte, se déroule au croisement des deux grands flux dans lesquels il est plongé de sa naissance jusqu'à sa mort, c'est-à-dire l'espace et le temps. Et là, il y a un traitement entre les deux qui est totalement inégal. L'origine des difficultés que nous rencontrons à l'heure actuelle en matière d'anticipation tient à ce traitement totalement inégal entre l'espace et le temps. L'espace est parfaitement connu, mesuré, balisé. On passe sa vie à lire des journaux où on vous parle de géographie, voilà, il y a une autre discipline qui s'appelle la géopolitique qui est là pour ça. On passe notre vie, dès la petite école, on apprend la géographie, et puis après ça, on peut faire des études supérieures. J'ai moi-même obtenu mon doctorat à l'école doctorale de géographie géopolitique de la Sorbonne. Vous voyez que ça s'enseigne, on peut même avoir un doctorat en la matière. Et tous les jours paraissent des quantités immenses de livres sur une forme ou d'une autre de géographie, de géopolitique. Mais ce n'est pas les deux seules sciences, les deux seules disciplines, il y a la topographie aussi. Donc il y a tout un ensemble de sciences et de disciplines qui sont faites pour nous expliquer, pour nous montrer, pour nous décrire, pour analyser tout ce qui se passe dans la sphère de l'espace. Rien de semblable, rien de semblable. Les livres en français écrits sur les problèmes touchant de près ou de loin à la géographie, c'est de l'ordre de plusieurs milliers par an. Voilà. Rien, en revanche, dans le domaine du temps. C'est le désert. Depuis 25 siècles, en tout, essentiellement, la conception du temps sur laquelle nous vivons repose sur les épaules dans notre culture à nous, hein, en gros en Europe, sur les épaules de 5 penseurs. L'essentiel, 90%, sur la conception du temps définie par Aristote il y a 25 siècles, et puis depuis,
vous avez des révisions, des améliorations ou des conceptions nouvelles. Vous avez Saint-Augustin, après ça vous avez Descartes, après ça vous avez Bergson, après ça vous avez Martin Heidegger, et c'est à peu près tout dans les grands penseurs et les grandes réflexions engagées sur la temporalité. L'être humain passe sa vie à oublier le temps, à penser qu'il va de soi, que ce n'est pas la peine de s'en préoccuper parce que ça coule tout seul, et pire que ça, il est sans doute vis-à-vis du temps dans la pire des ignorances. Il y a deux manières d'être ignorant. La première, de savoir qu'on ignore, et la deuxième, c'est d'ignorer qu'on ignore, c'est-à-dire de penser qu'on croit. Voilà, c'est dans cette deuxième forme d'ignorance que nous sommes. Et la raison profonde de l'évitement systématique de l'être humain vis-à-vis du temps, c'est que ça lui remet en mémoire implacablement sa propre finitude et l'idée qu'il va mourir un jour. Et donc ce sont des idées dans lesquelles on essaye de ne pas s'inscrire de trop près ou qu'on essaye de fuir chaque fois qu'on le peut. Donc la première difficulté avec le temps, c'est que l'être humain le fuit et ne se précipite pas là-dessus. Il n'y a aucun doctorat sur le temps. Des livres sur le temps, j'en lis chaque fois que j'en trouve, mais je dois en trouver entre l'anglais et le français à peu près un par an ou un tous les 2 ans. Donc ce n'est pas un sujet très étudié. Et même la société dans laquelle on vit n'a qu'une obsession, le temps, c'est de le réduire ou de le faire disparaître. Vous avez, j'ai pas le temps, il faut qu'on gagne du temps là-dessus. La gestion consiste à serrer les boulons du fonctionnement des usines et donc de diminuer la quantité de temps affecté à ceci ou à cela. Et voilà donc comment la difficulté dans ce domaine-là est considérable. Encore pire, bien entendu, dès qu'on aborde le domaine de ce qui nous relie au monde, c'est-à-dire de la sphère médiatique. Il y a des années de ça, nous avons commencé à travailler sur les sujets qui touchaient à l'importance stratégique du temps, avec un professeur, aujourd'hui à la retraite, qui avait la chaire sur les grands ensembles informatiques à Télécom Paris. C'était un homme, un vrai savant, parfaitement placide, parfaitement calme, toujours prêt à écouter, pas agité du tout, il ne regardait pas 3 téléphones portables. On passait 1 heure dans son bureau, on parlait, il ne se passait rien d'autre que notre conversation. Et une fois, j'essayais de lui expliquer un peu les difficultés que nous, les criminologues, on avait avec la gestion par les médias des phénomènes de crime et de terrorisme. Alors je lui ai expliqué ça en termes compliqués, confus, etc. Il a eu un sourire et il m'a répondu par ces 2 mots qui sont prodigieux parce qu'ils résument absolument tous les problèmes que tous nous avons avec telle ou telle expérience médiatique, c'est monochromie et flux tendu. L'informatisation des médias, leur addiction toujours plus grande aux réseaux sociaux, etc., fait que du fait de leur standardisation, ils sont toujours plus monochromes. Il y a encore une dizaine ou une quinzaine d'années, on donnait à des étudiants des articles du Figaro, de Libération et du Monde. Ils étaient encore capables de les distinguer les uns des autres. Plus ça va, moins c'est le cas. Et flux tendu, parce que ce que les journaux perdent en originalité, ce que les médias perdent en originalité, ils essayent de le rattraper en vitesse. C'est-à-dire que maintenant, je reçois des publicités en disant si vous vous abonnez à tel journal, qui est un journal du matin, eh bien vous le recevrez la veille au soir. On va vous informer plus vite. Donc à la fin, on le recevra 2 jours plus tôt, 3 jours, etc. Ce qui est absurde, ça n'a pas de sens, mais c'est ça avec quoi on essaye de vous allécher, de vous donner envie, vite, toujours plus vite, mais toujours plus monochrome. Alors, rien de ce que je viens de vous décrire, l'évitement instinctif de l'être humain devant les phénomènes temporels, plus l'obsession de la société dans laquelle on vit pour le monochrome et le flux tendu, tout ça ne nous facilite pas la tâche en matière d'anticipation. Ça bloque les phénomènes, ça les rend plus difficiles à percevoir. Et que cherchons-nous au fond ? Nous cherchons au fond à être capables, en matière d'anticipation, de produire des diagnostics. C'est de ça dont on a besoin. C'est-à-dire qu'un beau jour, si quelqu'un est capable de dire
au président de la République ou au chef d'état-major ou au patron de tel ou tel service, parti comme c'est, dans 6 mois, on a la guerre à tel endroit et c'est pratiquement inévitable, le train roule vers l'abîme, eh bien, à ce moment-là, on aura gagné. Encore faudra-t-il à ce moment-là qu'on l'écoute, parce que c'est pas facile, mais d'entendre des mauvaises nouvelles, j'entends quand on dirige, parce qu'on en a toujours tous les jours, donc une de plus, et parfois, et souvent, une de trop. Mais quand même, ça donne une idée de la façon dont notre réflexion doit s'engager dans la préparation, dans la fabrication, dans la conception de diagnostics. Parfois, les diagnostics sont inutiles. Il y a un cas célèbre d'un monsieur qui avait tout prévu, mais de manière hallucinante, des prodromes de la Première Guerre mondiale. Cet homme avait fait fortune en construisant la plupart des réseaux de chemin de fer qu'il y avait à l'est de l'Europe, à l'époque, sous la forme qu'elle avait à l'époque la Pologne, la Russie, l'Europe de l'Est. Et il avait fait fortune, mais il s'intéressait aussi au monde dans lequel il vivait. Et c'est ainsi que, à peine 1 ou 2 ans avant la guerre de 1914-1918, avant le début de la guerre, donc vers 1912, une petite nouvelle qui est passée à peu près inaperçue, hors du monde étroit des spécialistes, il en a vu tout de suite l'importance. C'était le fait que l'artillerie de campagne pourrait tirer maintenant sans que les coups de départ des canons se voient par un épais dégagement de fumée. Jusqu'à présent, quand un canon tirait, il y avait un dégagement de fumée, donc on pouvait voir le coup de départ de loin et donc vaguement éviter, et que comme la poudre avait changé de formule et que c'était devenu invisible, et de là, cet homme a conçu une réflexion et il est allé voir le tsar de toutes les Russies, qu'il connaissait bien parce qu'il faisait ses chemins de fer, en lui disant, voilà, parti comme c'est, eh bien, les grandes charges, les grandes traversées, les grandes flèches rouges sur la carte, c'est terminé. La prochaine guerre se passera dans les tranchées et elle se passera de la manière suivante, comme dans vos pays d'Européens, la majorité de la population est encore composée de paysans. Cette campagne commencera après les récoltes, c'était le 2 août 14, après les récoltes, et elle se passera de telle façon et de telle façon, et ça sera un carnage. Et a-t-il ajouté, vous risquez fort d'y passer parce que, compte tenu des prodromes de ce que je vous dis, il y a de fortes chances qu'une révolution socialiste éclate dans votre pays. Il a, à ses frais, réuni en 1912 une conférence de la paix en disant « Attention, voilà ce qui se passe. Alors, vous voyez, la poudre, l'artillerie, regardez les conséquences, la guerre de tranchées, etc. » Des gens bloqués sur un front qui n'avance plus, qui ne recule plus pendant des années. C'est précisément ce qui s'est passé. Eh bien, voilà ce qui va se passer. Et donc, essayons d'éviter ça. Mais le suspense est modéré parce qu'on connaît tous la suite. Le train a roulé vers l'abîme et quels que soient les efforts des uns et des autres, voilà. Donc l'anticipation des fois existe, elle est parfois juste et malgré tout, elle ne sert pas à grand-chose. Donc il faut avoir beaucoup d'humilité, mais en disant plus on crée, plus on précise les choses, plus on a de capacités infiniment supérieures à celles de cette époque à avertir la population. Tout le monde maintenant a un terminal dans sa poche qui lui donne les nouvelles, etc. Donc continuons. Cet exemple de cet ingénieur russo-polonais qui a de son côté essayé de faire les choses de manière un peu décente, c'est-à-dire en payant sur ses sous, en allant voir les rois, les princes, les ducs en Autriche, en Russie, à droite, à gauche, eh bien, à l'époque, ces efforts ont été vains, mais il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Alors, deuxième obstacle, là, on a parlé de l'obstacle de la temporalité qui toujours prend l'être humain à rebrousse-poil. Le deuxième obstacle, c'est l'aveuglement. Nous remontons dans le temps, vers maintenant, et donc en juillet de cette année, en juillet 2023, l'un des think tanks majeurs des États-Unis, qui s'appelle Aspen Institute, qui chaque année fait une grande conférence dans la ville d'Aspen. Il organise, dans
juillet 2023, une grande conférence stratégique, la plus grande de l'année, celle où tout le monde est vu, 4 jours, ça dure. Vous avez le gratin politique américain, des ministres, la vice-présidente, l'élite de l'intelligentsia académique, des militaires, des gens des grands médias, et puis des gens des services concernés par ces affaires-là, de grande agitation d'idées géopolitiques et mondiales. Et donc, tout ce beau monde, pendant 4 jours, phosphore sur la prospective, sur le high-tech, sur la diplomatie. Et de manière sidérante, nous voyons tous sous nos yeux à l'heure actuelle apparaître une seconde bipolarisation. Clairement, il se crée sur la planète à l'heure actuelle un deuxième bloc. Ce deuxième bloc, il aura sans doute de plus grandes difficultés que dans l'enthousiasme du départ, il l'imagine, à se coaguler, à se coaliser, mais il commence à exister. L'organisation de la coopération de Shanghai existe, les BRICS existent. Vous avez, depuis mars ou avril 2023, plus de changements, plus de bouleversements qu'il y en a eu. On ne parle même pas de 1945, mais depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Songez simplement à ceci. Il y a encore 10 ans, les États-Unis d'Amérique étaient en position totalement dominante dans la péninsule arabe. Ils considéraient ça comme une sorte de protectorat et dans laquelle ils avaient le dernier mot, ils donnaient des décisions. Cette domination un peu trop visible est sans doute ce qui a fait se rebeller des gens comme Oussama Bin Laden et compagnie. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais donc il y avait cette domination. Et là, en 2023, ouvrons les yeux, regardons ce qui se passe. Le président des États-Unis se rend en Arabie Saoudite et il est reçu comme un chien. Pour ne même pas parler des Émirats arabes unis, parce qu'en même temps qu'il se rend en Arabie Saoudite, il demande aux rouleurs, aux dirigeants des Émirats arabes unis, Mohammed bin Zayed, de le recevoir. Et l'autre dit non, non, pas envie, pas besoin, une autre fois peut-être, au revoir, je ne vous retiens pas, je n'ai pas le temps. Mais diplomatiquement, c'était une claque. Hein. En Arabie Saoudite, le président des États-Unis atterrit non pas à Riyad, la capitale, mais à l'aéroport de Jeddah, qui est l'aéroport des pèlerins. Vous savez, c'est le T4 à Orly, là où on fait partir les gens dans les charters, etc., low cost. Il est reçu au pied de l'avion par le sous-secrétaire d'État à la marine marchande, ou dans ce niveau-là des Émirats arabes unis. Pendant ce temps-là, exactement au même moment, le vice-roi de facto, c'est-à-dire Mohammed bin Salman, est à Riyad et accueille au pied de l'avion le ministre des Affaires étrangères de Bosnie-Herzégovine, vous voyez, pour bien montrer qu'il y a des gens sérieux pour lui et d'autres qui le sont moins. Et les travaux se passent très mal, il n'y a pas de communiqué final, et c'est dans le registre diplomatique une réception totalement insultante. Voilà le changement en 10 ans. Alors, au même moment, Biden lui dit qu'il apprécierait qu'il fasse telle ou telle chose, lui, Mohammed bin Salman, dans le domaine des hydrocarbures, du pétrole, etc. Oui, oui, répond Mohammed bin Salman. Une semaine après, il signe un communiqué commun avec Poutine en disant ben non, finalement, on va faire le contraire. Voilà. Donc, c'est un monde qui est en train de se recoaguler. Il est en train de se montrer, et fatalement, dans les domaines stratégiques, dans les domaines des futures formes de terrorisme, dans le domaine criminel, ça aura des incidences majeures. Souvenez-vous de la première bipolarisation, celle d'avant la fin de la guerre froide, quand l'ONU disait c'est du terrorisme, le représentant de l'Union soviétique disait non, 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 pas du tout, ce sont des héros de la lutte anti-impérialiste, on ne comprend pas ce que vous voulez dire, et donc il y avait des blocages qui rendaient toute action globale contre des périls majeurs impossibles. Eh bien, c'est vers là qu'on va, sans doute. Donc, plus tard dans la journée, nous vous montrerons une grande carte que nous avons faite de ce qui est en train de se passer au niveau de l'Eurasie, de la création d'immenses corridors qui vont d'ici peu bouleverser complètement la circulation des biens, des marchandises et des êtres humains
parce que c'est toujours le cas d'un bout à l'autre de l'immense continent eurasiatique, et ça, fatalement, ça aura des conséquences. Les routes du commerce sont toujours, à un moment donné, les routes des trafics. Quand vous voulez trafiquer quelque chose, il faut le cacher. Vous ne pouvez pas le cacher n'importe où. Si vous prenez l'avion Paris-Clermont-Ferrand pour camoufler 4 tonnes de cocaïne, naturellement, c'est difficile. Si vous prenez une immense route de circulation des biens, des marchandises, des conteneurs, vous y arrivez beaucoup plus facilement. Donc, c'est sans doute dans cette direction-là qu'il faut se diriger. Et là, à la conférence d'Aspen, 0 sur la question. 0. Pas un mot. Le sujet est complètement éludé, oublié. On parle, oui, mais si Trump ceci, etc. Tout ça est bel et bon, la politique intérieure existe, mais quand même, rien. J'ai été sidéré. Rien là-dessus, mais encore moins rien sur l'extrêmement imminent explosion du 7 octobre à Gaza. Alors que l'explosion à question va avoir sur la géopolitique mondiale des effets gigantesques. Je vous ai parlé à l'instant du maillage de corridors économiques entre la Chine, le Pakistan et la mer Rouge, les Belt and Road Initiative, le corridor nord-sud des Russes, tout ce qui se greffe dessus à partir de l'Iran, à partir de la Turquie, qui sont des acteurs majeurs. Le fait que dans un acte de politique internationale génial, les criminologues ont l'habitude de passer leur vie à observer des gens qu'ils n'aimeraient pas donner comme gendre à leur petite dernière. Donc je parle des gens de manière totalement détachée, je ne les admire pas, mais la création du canal de contournement du Bosphore et des Dardanelles par Erdogan est un coup de génie. C'est aussi important que le canal de Panama ou le canal de Suez. Pourquoi? Parce que le Bosphore et les Dardanelles sont régis par des traités qui datent d'après la Première Guerre mondiale. La Turquie ne fait pas ce qu'elle veut. Donc, en 2030, 2040, vous allez avoir tout ce qui arrive de Belt and Road sur la mer Noire, qui va devenir le véritable cœur battant de l'ensemble entre l'Europe et le Moyen-Orient. Et là, un énorme canal de contournement à grand gabarit, à l'ouest de la partie européenne d'Istanbul, qui va faire techniquement de l'ouest, la partie européenne d'Istanbul, une île. Eh bien, le canal passe directement de la mer Noire en territoire turc, avec les Turcs qui vont toucher les sous du péage, mais surtout directement au bas des Dardanelles dans la Méditerranée. Et donc, ça va être un changement, un bouleversement extraordinaire. Et quand on regarde cette carte, on comprend quelque chose. On commence à comprendre que l'issue de la guerre entre la Russie et l'Ukraine n'est pas des problèmes linguistiques, géographiques ancrés dans les dernières décennies, mais c'est à l'avenir un dominion russo-turc de toute la mer Noire, avec tout ce que ça implique quand cette mer Noire sera le débouché des plus grands corridor de circulation des biens et des marchandises et des personnes du XXIe siècle, de la deuxième moitié du XXIe siècle. Donc, tout ça est omis. L'histoire de Gaza est omise. Alors, pour lutter contre ces grands corridors, les États-Unis et, en deuxième main, l'Union européenne avaient un projet. Le projet, c'était un autre grand corridor aussi qui aurait amené à porter les marchandises de l'Asie vers l'Europe, point de départ le port de Bombay, traversée maritime jusqu'au port de Dubaï, après ça un chemin de fer grand gabarit depuis Dubaï à travers toute l'immense péninsule arabe, débouchant à la fin sur le port de Haïfa. Vous avez vu ce qui est en train de se passer? Le projet en question, il est mort. Si jamais on pose un seul rail dans un pays arabe, il explose dans la minute. Donc ce projet-là, de grand corridor pour contrer ce qui est en train de se faire en Eurasie, je ne sais pas qui a appuyé sur le bouton du déclenchement du massacre du 7 octobre, mais tous les accords d'Abraham, pour les 10 ou 15 ans qui viennent, tout ce qui touche à la circulation des marchandises, en passant par la péninsule arabe et en arrivant au port israélien d'Haïfa, c'est mort et enterré pour à distance, à perception humaine. Que rien de ça n'ait été même suggéré, envisagé à Aspen est un phénomène extraordinaire d'aveuglement.
Voilà, donc un cataclysme, c'était en juillet, août, septembre, octobre. 3 mois après, vous aviez l'affaire de Gaza qui commençait. Rien, pas un mot, pas une allusion du style « ça m'inquiète, il y a des trucs là-bas, c'est pas net, etc. » Rien, rien. Et donc, s'agissant de Gaza, en matière d'aveuglement, je vous engage à vous y référer. C'est encore sur le site de la BBC. Des journalistes de la BBC ont fait, voilà, quelques jours, un travail extraordinaire. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé à Gaza avant le 7 octobre? Et ils ont découvert que tout l'entraînement de toutes les milices islamistes opérant à Gaza s'était fait à ciel ouvert, devant tout le monde, que les résultats de l'entraînement en question étaient sur les réseaux sociaux des milices en disant « Oh ben on s'est entraîné aujourd'hui, regardez, on s'est entraîné à détruire un char d'assaut ou alors à prendre un bâtiment d'assaut, etc. » Et que le fait que pour les dirigeants israéliens, c'était tellement business as usual, quoi, qu'ils ont dit ouais, bon, bah, ils font joujou à la guéguerre comme d'habitude. Et c'est pas qu'ils n'ont rien vu venir, c'est qu'une fois de plus, Alain l'a dit tout à l'heure, ils avaient tout vu et ils n'ont pas compris ce qu'ils avaient vu. Et c'est la raison pour laquelle l'anticipation qui fournit des éléments quand même beaucoup plus concrets, beaucoup plus précis qu'une simple passage de drone au-dessus de la bande de Gaza, nous montre à quel point la nécessité de voir tôt, de voir vite et de voir juste devra devenir un souci majeur pour ceux qui nous dirigent. Il n'y a pas... Alors, au départ, en plus, cette histoire de Gaza nous a amené à comprendre à quel point tout ce qu'on nous raconte depuis 30 ans du côté de la Silicon Valley sur le big data était une escroquerie, là aussi encore 100 fois pire, mais c'est normal, ils veulent gagner des sous, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, hein, donc il fallait bien qu'ils inventent quelque chose, et l'idée que la concentration de données Big Data allait résoudre les problèmes. Il n'y a pas sur la planète un territoire où l'on capte, où l'on recueille plus de données que la bande de Gaza. La surveillance électronique des Israéliens sur la bande de Gaza était telle que tout ce qui était photographiable sur la bande de Gaza l'était toutes, jour et nuit, 365 jours par jour et nuit, toutes les 10 minutes. Tout était photographié, voilà. Résultat, vous avez vu le résultat, bon, les malheureux, 1300 morts, et puis après ça, une guerre qui est tout sauf simple. Et surtout, il y a encore un trimestre, on était dans l'idée que petit à petit, les choses allaient s'arranger entre Israël et ses voisins. La dernière fois où je me suis rendu, c'était en février de cette année, dans le Golfe, j'étais à Abu Dhabi, non, après ça à Dubaï, et là à Dubaï, à l'hôtel où j'étais, j'ai vu arriver un autocar de touristes israéliens avec des kippas sur la tête à Dubaï, quoi, alors, circulant dans la rue, dans les centres commerciaux, etc., ce qui était inouï. Tout ça est terminé. C'est-à-dire que les accords d'Abraham, à l'heure actuelle, tous les jours, toutes les familles de toute la région voient sur Al Jazeera ou Al Arabiya les enfants palestiniens massacrés. Bien entendu, on ne montre que cela. Clairement, ce n'est pas une télévision ou des télévisions qui visent à l'objectivité. Mais imaginez l'état de nerfs des gens. Et donc tout ça a été 10 ans de diplomatie américaine. On appuie sur un bouton le 7 octobre, pouf, tout saute. Tout est terminé, tout ce qui avait été fait. Le fait que Mohammed bin Salman finissent par signer un vague traité de non-agression avec Israël. Et là, on a vu le résultat de cette opération du 7 octobre. Ce que je dis est dans tous les journaux. Le premier coup de téléphone que Mohammed bin Salman passe le 7 octobre, dès que les premiers résultats des massacres sont connus, c'est au président de la République islamique d'Iran. Il a compris d'où venait le coup et il a espéré détourner un peu le choc de lui-même en disant « mais regardez, on se parle, on a échangé maintenant des ambassadeurs, on va se parler », tout le vaste bouleversement géopolitique dont je vous parle. Donc, 2 mots encore sur l'incapacité du big data en tant que tel
d'anticiper quoi que ce soit. Là non plus, ils ne s'en sont pas vantés eux-mêmes. C'est l'incapacité de la Silicon Valley à comprendre, on ne parle même pas d'anticiper, ce que c'était que cette histoire de Covid. Les 2 premiers avions pleins d'individus contaminés par le Covid ont atterri à San Francisco en provenance de Wuhan. Silicon Valley n'a rien vu. Cette année-là, il y avait une crise de grippe. Alors on a dit, bon, ouais, c'est la grippe, etc. Et ceux qui ont commencé à comprendre que ce n'était pas normal et que c'était quelque chose d'inquiétant, eux étaient en mesure de le comprendre parce qu'ils font partie aux États-Unis assez largement de ce qu'on appelait les damnés de la Terre du temps du tiers-mondisme. C'est la population noire de villes comme Auckland, c'est les vieux maires qui étaient là en disant « ça, c'est pas normal ». C'est eux qui ont fait prendre la décision 3 jours avant le reste de la Californie de se confiner, et ainsi ils ont sauvé, parce que la croissance, la contamination étant au début d'une infection comme celle-là, d'une pandémie, au sens strict du terme exponentiel, ils ont sauvé 60 000 ou 80 000 vies, ou peut-être 100 000, simplement prenant la décision. À côté, il y avait Microsoft, à côté, il y avait Google, à côté, ils n'ont rien vu du tout, ils ont dit, bon, ben alors, au bout d'un moment, on travaille, télétravail, etc., mais c'était peut-être une semaine après que donc, la détection a été faite par des élus de terrain qui ont dit, oulala, ça non, c'est pas une crise de grippe ordinaire, rentrez chez vous, et voilà. Donc, vous voyez que là aussi, que la capacité du big data en tant que tel, tout seul, c'est-à-dire le fait d'accumuler tout et n'importe quoi et de voir ce que ça donne. Ceux des amis que j'ai aux États-Unis qui travaillent sur les affaires de terrorisme me disent aussi que pendant que les attentats après le 11 septembre et par la suite, les grandes sociétés de Silicon Valley se sont mis à la disposition du gouvernement américain pour essayer de détecter des phénomènes de terrorisme, résultat zéro, quoi. Voilà. Donc, on ne peut pas compter sur le fétichisme technologique pour nous aider en la matière, et il va falloir donc trouver autre chose. Donc, maintenant, deuxième partie, l'anticipation. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'anticipation et quand arrive-t-elle dans notre culture, dans notre civilisation? On le sait très bien, et il y a des récits qui ont été faits de ça, et je vous en donne une très rapide synthèse. En 1940, Londres est bombardée par l'Allemagne nationale socialiste et les États-Unis sont encore neutres. C'est avant, naturellement, Pearl Harbor. Ils ne peuvent donc pas donner d'armes à l'Angleterre, mais les Britanniques les supplient de les aider dans un point précis. Les bombardements aériens leur font extrêmement mal, tuent énormément de gens, démoralisent, cassent des usines, etc. Et donc, ils n'ont qu'un seul outil pour le combattre, c'est l'artillerie anti-aérienne. Amis américains, vous ne pouvez pas nous donner d'armes, mais la science peut au moins nous aider. Abattre des avions en vol avec l'artillerie aérienne est très difficile. Y a-t-il, vous avez des savants, vous avez des lieux d'enseignement technologique de très haut niveau. MIT, Massachusetts Institute of Technology existe déjà. Aidez-nous à rendre l'artillerie aérienne plus précise. Il faut, quand on tire avec un canon antiaérien un obus vers un avion qui est à 4000 ou 5000 mètres à l'époque, il faut plusieurs minutes pour que... Voilà. Alors, si l'avion fait des mouvements, comment anticiper les déplacements des avions dans le ciel de manière à ce que l'artillerie antiaérienne soit plus précise? On charge les esprits les plus brillants, les mathématiciens les plus brillants, notamment du Massachusetts Institute of Technology, dont l'un qui s'appelle Norbert Wiener, et qui est resté célèbre. Et voilà, au bout de 6 mois, 1 an, le couperet tombe, et ce qui a été dit à l'époque est toujours vrai aujourd'hui. L'incertitude n'est pas modélisable. Tous ceux qui prétendent que l'incertitude est modélisable sont des escrocs. Elle n'est pas modélisable. On ne peut pas, au-delà de 2 minutes, prévoir quoi que ce soit dans l'avenir avec une certitude plus ou moins grande. Voilà, c'est impossible. Pourquoi? Parce que les éventualités,
la quantité de phénomènes à prendre en compte est hors de la capacité même des ordinateurs les plus puissants. Là, l'incertitude n'est pas modélisable. Il y a 2 ans, dans le souci d'arriver à anticiper, j'ai des gens d'un rang élevé dans l'administration, au ministère de l'Intérieur, qui m'ont dit, alors voilà, on va faire quelque chose en la matière, voulez-vous venir nous voir? Oui. Et ils ont dit, alors voilà, ce qu'il faut, c'est que vous nous donniez toutes vos données passées, et puis à partir de ça, on va faire un modèle. J'ai dit, on oublie tout de suite. Si jamais le fait de mettre en ordre des données tirées du passé pour prédire l'avenir était possible, tout le monde gagnerait à la loterie, quoi. Enfin, on ne peut pas dire c'est simplement impossible, ça ne sert à rien. On peut réduire un peu ceci ou cela, et donc tous les efforts, tous jusqu'à présent, et je vois bien, parce que naturellement, on rencontre dans cette dimension-là des gens qui ont des fonctions officielles relevant de la discrétion, sinon du secret, etc. Ils ne me disent pas tout, mais rien que les questions qu'ils posent montrent qu'on est complètement à côté de la plaque. Le fait de récolter des éléments dans le passé et puis de dire si ça s'est passé dans le passé, alors ça va se passer pareil au même endroit dans l'avenir, ce n'est pas de l'analyse scientifique, c'est du vœu pieux ou du wishful thinking, ça n'est rien d'autre. Et donc la capacité que les faits se produisent est de l'ordre du pile ou face avec une pièce, c'est pas la peine de dépenser des millions de dollars ou de mobiliser des ordinateurs, vous avez pile ou face et puis à la fin vous avez une chance sur 2 et ça marche pareil. Mais les travaux de Norbert Wiener n'ont pas été totalement vains. À chaque fois, quand on analyse les phénomènes temporels, on en tire quand même quelque chose. Et ce que Norbert Wiener en a tiré, c'est une discipline nouvelle qui s'appelle la cybernétique, qui naturellement permet de fluidifier considérablement l'avancée des ordres et des modes de faire, etc., dans les sociétés humaines, mais qui n'anticipent pas d'une seconde. Récemment, je crois encore en France, là, dans le domaine du privé, il y a une très grande entreprise qui a prétendu pouvoir faire ceci ou cela. À la fin, ce qu'ils ont trouvé, rigoureusement comme Norbert Wiener 60 ans plus tôt, c'est une capacité de fluidifier, de rendre les choses peut-être un peu plus rapides dans leur fonctionnement. Farter mieux ses skis ne permet pas de savoir où le skieur va aller dans un quart d'heure, quoi, ou dans une demi-heure. C'est naturellement impossible. Donc, voilà où nous en sommes. Ce qui nous intéresse, là où nous allons essayer d'entrer, ce que nous allons essayer d'observer, de voir, relève d'un terme général que j'ai baptisé le domaine du pré. Le domaine du pré, c'est prévoir, prédire, présage, présomption, vous savez, tout ce qui est pré, c'est-à-dire avant quelque chose. Donc le domaine du pré est-il totalement inaccessible? Non, il n'est pas totalement inaccessible à partir du moment où on prend les choses dans le bon sens, c'est-à-dire on ne dit pas « Ah, alors moi, je suis dans une administration civile ou militaire, on a toujours agi à partir des précédents, hein, le domaine du pré, et donc on va aller chercher là-bas de quoi nourrir la réflexion future. » C'est naturellement, comme je vous ai dit, impossible. Mais reprenons les choses dans l'autre sens. L'être humain, dans sa vie au quotidien, agit-il comme ça? Quand il doit prendre une décision, regarde-t-il derrière lui? Non. Toute la vie de l'être humain est faite en vue de. L'être humain est branché d'abord et naturellement et spontanément dans la gestion concrète de sa vie sur les phénomènes qui sont devant lui et pas derrière lui. Quand les parents envoient les enfants à l'école, c'est en vue de leur éducation. Quand les enfants passent des diplômes, c'est en vue de trouver une bonne situation. Quand le soir, ils vont dans une soirée entre copains, c'est en vue de trouver la copine avec laquelle ils feront un bout de chemin ou leur existence, etc. Constamment, dans sa vie, ce que fait l'être humain est en vue de. Donc, le sens du branchement normal de l'être humain, c'est présent, avenir, passé. Et pas présent, passé, avenir. C'est-à-dire, c'est l'autre sens. Voyons voir si, en se comportant comme chercheur dans le domaine de l'anticipation, en branchant les choses dans ce sens-là, on arrive à faire les choses plus intelligemment et mieux. Hein? Alors,
à partir de maintenant, essayons de comprendre. La vision anticipative ne peut pas se fonder sur des précédents, mais à partir du moment où nous envisageons le domaine de ce qu'il y a devant nous, c'est-à-dire le domaine du possible, elle peut s'enrichir des éléments. Voilà. Fredo, tu mets la carte, s'il te plaît. La carte. Oui. Voilà. Ça a pris beaucoup de temps à faire parce que personne ne le fait. C'est le résumé de ce que 15 pays publient sur les grands corridors qui vont traverser le monde à partir de 2030. Comme je vous l'ai dit, naturellement, tous les grands projets politiques auront des hauts et des bas. Certains se feront, d'autres ne se feront pas, mais ça va se faire, parce que ça, c'est le business. C'est ce qui permet de faire vivre les gens. C'est le réseau sanguin et artériel de toute l'Eurasie, ce qui figure sur la carte. Alors, il a fallu chercher en Turquie pour savoir ce que les Turcs allaient faire. Il a fallu chercher tous les plans de Belt and Road International, chercher ce que les Pakistanais avaient l'intention de faire, tout. Mais à la fin, c'est ça. C'est-à-dire que ça va se développer à partir de là. Et donc, à partir du moment où nous regardons ça, nous avons non seulement une idée de ce qu'à l'heure actuelle, l'inertie complète, et on peut même être sévère et parler d'idiotie de la direction de l'Union européenne. Vous avez vu, on est tout au bout, on est tout seul, et puis on est dans le vide. Hein. Voilà. Il ne se passe pas grand-chose du côté de l'Europe, l'Union européenne. Alors, il y aura peut-être un débouché, il y aura peut-être des conteneurs qui arriveront jusqu'à Anvers ou Rotterdam, etc. Mais ça, naturellement, ne nous mènera pas loin. En revanche, le fait d'avoir une carte comme ça, le fait de dire « voyons voir », au milieu de la carte, enfin dans le tiers qui est plutôt vers l'Europe, nous avons à l'heure actuelle un conflit. Le conflit, c'est Ukraine-Russie. Nous pouvons d'ores et déjà, vous allez voir, je vais vous assommer par ma capacité d'anticipation, à la fin de ce conflit-là, il y aura un vainqueur et un vaincu. Waouh! Mais qu'est-ce que ça implique? C'est que sur cette route-là, de ce qui va vers l'Est et ce qui va vers l'Ouest, vous allez avoir d'ici peu, là aussi c'est simple à concevoir, une masse de jeunes hommes frustrés parce qu'ils ont perdu une guerre, au milieu d'une quantité d'armement absolument prodigieuse qu'on est en train de déverser sur la région. Dans l'histoire de l'humanité, cette espèce de mélange de territoires mal contrôlés, d'individus jeunes, aguerris, ils auront fait la guerre pendant plusieurs années, et surarmés, n'a jamais donné de bons résultats. Donc si j'étais à la place des services de l'État en matière d'observation et de renseignement, c'est là-dessus que je braquerais ma boussole. Et ça a déjà commencé. Au cours des 3 derniers mois, le ministère de l'Intérieur communique peu sur le sujet, mais je vais le faire à sa place. Dans les tueries au quotidien qu'il y a à Marseille, pour la première fois, on a trouvé des morts avec des balles de calibre OTAN, calibre 5,56, et plus les Kalash, vieilles Kalash venues de Libye ou venues des Balkans, avec du calibre 7,62. Ça signifie quoi? C'est que le trafic a déjà commencé. Qui possède des munitions calibre OTAN et des armes pour les tirer en Europe occidentale? Personne. Ça vient d'une zone où les gens font la guerre et s'en servent, et c'est-à-dire de là. Donc, sur la route, là, entre l'Orient et l'Occident, sur la route de l'Eurasie, vous avez une énorme chaîne de montagnes qui barre tout ça, qui s'appelle les Carpates. Les Carpates, ça a toujours été une zone où on repoussait tous ceux qu'on n'avait pas envie de voir. Tous les empires européens, y compris l'Empire ottoman, ont mis en direction des Carpates des petits royaumes en leur disant « vous pouvez rester chrétien, c'est pas un problème, mais tout ce qui passe par les cols, là, vous arrêtez ça tout de suite, autrement on va le faire nous-mêmes et ça sera pas bon pour la population, pour votre population ». Donc depuis le Saint-Empire romain germanique, l'Empire ottoman, l'Empire austro-hongrois, tout le monde a refoulé tout ça aux Carpates, et à l'heure actuelle, la zone grouille de déserteurs de différentes armées.
grouille de petits laboratoires pour fabriquer des drogues chimiques, grouille de convois amenant les prostituées, les futures prostituées de la zone de guerre où les malheureuses ne peuvent plus vivre, donc elles essayent de partir vers... et elles atterrissent dans les Balkans, elles tombent entre les mains des différents crimes organisés locaux et elles terminent dans des bordels légaux en Espagne, le long de la côte Méditerranée, où il y a 900 maisons closes où beaucoup de ces filles se retrouvent par la suite. Donc les routes en question sont d'ores et déjà les routes de l'illicite. Voilà, ça c'est très important à considérer. Nous ne pouvons pas nous utiliser de la boule de cristal. Quand on avait fait Irma, dont Alain a parlé tout à l'heure, alors c'est l'une des participantes à ce petit groupe de travail qui avait trouvé le nom d'Irma, mais il fallait lui donner un sens. Vous savez, dans le milieu de défense et de sécurité, ils aiment bien les petits acronymes comme ça. C'était Initiative de recherche sur les menaces atypiques, Irma. Voilà, c'était ça, on avait fait Irma. Mais Irma, c'était des choses bien concrètes. Par exemple, les nanotechnologies. Les nanotechnologies, ça a l'air innocent comme ça, mais les nanotechnologies, c'est peut-être le seul moyen de rendre efficace quelque chose qui est un péril théorique immense, mais qui n'a jamais eu de réalisation concrète, qui est le terrorisme biologique ou chimique. Le terrorisme biologique, on envoie des bactéries, même intensément mortelles, avec un canon. La chaleur de l'obus les tue les bactéries, et quand vous arrivez au point d'atterrissage, c'est du sable. Rien n'est plus vivant, donc rien n'est plus actif, le botulisme ou autre, les nanotechnologies. Voilà, donc on a cherché des éléments comme ça de dangerosité. Toujours dans une seule idée, c'est l'émergence des phénomènes. C'est le prépositionnement, c'est les embuscades, être sur place pour taper l'élément dangereux à partir du moment où il se monte. C'est le recrutement, c'est d'ores et déjà, c'est sur ces routes-là qu'il faut recruter des contacts pour voir ce qui passe, ce qui circule. Dans les années 60, fin des années 50, début des années 60, la grande puissance industrielle qu'est l'Allemagne a recommencé à tourner à plein et il lui a fallu des travailleurs. Les travailleurs sont venus pour l'essentiel de Turquie et des Balkans. Une route s'est donc créée qui a vu chaque jour des dizaines et des dizaines, puis des centaines d'autocars circuler avec les familles, avec les gens qui retournaient au pays, avec ceux qui allaient chercher une copine pour l'épouser, avec ceux qui venaient en vacances, etc. Et rapidement, la route des Balkans, c'était quoi? C'était des centaines d'autocars, avec au bord de chaque autocar des dizaines d'individus, ayant chacun 3 ou 4 valises entourées de ficelles ou des gros sacs bourrés en baluchons, etc. Une fois, je disais à Arndt tout à l'heure, j'étais avec les policiers de Munich voir une gare comme ça. C'est un capharnaüm épouvantable. Vous avez des gens, des baluchons partout, mais tous les pays de la zone sont des États de droit. Fouiller un autocar comme ça dans les règles de la perquisition, un seul, avec les 50-60 valises, avec tous les cadeaux qu'on amène à maman au fin fond de l'Anatolie, etc., le moulin à café dont elle rêvait, les vêtements, tout ça baluchonné, etc. C'est une semaine pour un autocar. Avons procédé à la perquisition, donc de brosse à dents, signez là monsieur, etc. Oui, pour une semaine. Et pendant ce temps-là, l'usine Mercedes ou BMW, qu'est-ce qu'elle fait ? Alors, au bout d'une semaine, le patron de l'usine, il appelle le chef de la police, hein, vous allez bientôt finir avec vos sottises, là, j'ai plus mes ouvriers sur mon poste de travail. C'est ça la réalité des choses. Et bien entendu, le milieu criminel l'a vu très rapidement, et à partir de ce moment-là, la route des Balkans, qui était au départ une route tout à fait licite de gens qui venaient travailler, qui venaient améliorer, qui était quelque chose de formidablement positif, d'échange, d'acculturation, etc., c'est devenu une route criminelle. Celle-là, pareil, hein, ça je peux vous garantir que la capacité de corruption des criminels, la capacité d'intimidation, l'intimidation, ça ne se voit pas, c'est totalement invisible, on ne peut pas la montrer sur une carte. L'intimidation, c'est on sait où tes enfants vont à l'école. Alors, ben voilà, vous mettez des substances dans le conteneur. Vous vous rendez compte du nombre de conteneurs qui va passer? Regardez la route bleue, là, celle qui va de Mourmansk et qui descend jusqu'à la mer Rouge. C'est une route qui fait gagner 2 semaines sur le trajet du canal de Suez.
Vous prenez le même conteneur, vous le mettez sur un bateau en passant par le canal de Suez, vous regardez la route, là, il met 2 semaines de plus que de descendre par ce corridor-là. Eh bien, une grande partie des conteneurs, donc de la drogue qu'on peut mettre dans les conteneurs, donc de tous les produits illicites, donc pas uniquement les produits illicites. Hein. À l'heure actuelle, il y a à peu près, de la zone des Carpates, il y a à peu près 4 camions chargés de milliers de cartouches de cigarettes qui partent tous les jours, contrefaites. Un camion entier de cigarettes contrefaites qui arrive jusque dans l'Union européenne et qui est revendu, c'est un taux de profit de 2 millions d'euros pour un camion. Les cigarettes en question sont contrefaites, ce ne sont pas des vrais Marlboro, ce sont des cigarettes contrefaites. Dans le temps, je donnais des cours à l'université de Saint-Andrews, et à l'université de Saint-Andrews, en Écosse, il y a un département de recherche sur le terrorisme et le crime organisé, et à côté, ils ont un hôpital. Ils ont pris des cigarettes contrefaites, et ils les ont données à analyser à l'hôpital de médecine légale, si vous voulez, de l'université. Ces cigarettes contrefaites sont 8 fois plus cancérogènes pour un adulte et 12 fois plus pour un adolescent dont les poumons sont moins encore formés, etc. C'est ça qui arrive à l'heure actuelle. Déjà, ça arrive. Vous allez... prenez le métro, vous descendez au métro Barbès, vous allez voir dessous, Marlboro, voilà, elles y sont déjà. Ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de « et si un jour les petits hommes verts descendaient de la planète Mars ?» Voilà, les munitions OTAN, elles sont en train de tuer des gens à Marseille, et les cigarettes contrefaites, dangereuses, extrêmement dangereuses. Et évidemment, qui achète les cigarettes les moins chères ? Les gens qui n'ont pas de fric ou les ados qui donnent avec leur argent de poche, etc. C'est donc infiniment dangereux. Voilà. Donc, comment faire pour se familiariser avec ce domaine ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans mon domaine qui est celui problème, et dans le domaine de Jean-Baptiste qui est le problème solution, alors ébauche de solutions, on n'en est pas la baguette magique, hein, et puis il faut être soutenu pour développer des programmes comme ça. Nous, pour l'instant, on ne peut faire que des maquettes. Ça, c'est une maquette, par exemple. Mais, bien entendu, avec tout ce que nous donne comme possibilité l'intelligence artificielle, on peut agréger autour de ça des tonnes de données. Quelles sortes de stupéfiants sont produits à tel endroit, comment ils ont tendance à circuler. On peut modéliser, parce que ça, on le peut, comment l'existence de ces grands corridors va changer la façon de faire des narcos, comment ils vont s'y prendre. C'est simple, ils sont toujours dans la même optique, tuer le plus rarement possible, mais intimider, corrompre. Voilà, alors comment les phénomènes en question vont affecter l'arrivée de l'héroïne du triangle d'or jusque sur les rives de la Méditerranée, etc. On peut, et donc, si on s'y prend à l'avance, eh bien, on peut prépositionner, on peut créer des embuscades, comme j'ai dit tout à l'heure, pour coincer les choses. Les soucis que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire l'enracinement profond dans tout fonctionnaire qui se respecte j'agis à partir des précédents, comment ça se passe, plus l'aveuglement, je ne veux pas voir Aspen, vous avez vu, est-ce le dernier problème? Il y en a un troisième qui est plus profond, qui est totalement sous-jacent et que nul ne voit parce qu'on ne peut jamais le voir. C'est comment transformer toutes ces hypothèses de départ en outils d'aide à la décision pour les gouvernants, c'est-à-dire pour les chefs d'entreprise, les chefs d'État, les gouvernements, sans se piéger soi-même, sans retomber encore et toujours dans l'aveuglement. Alors, notre hypothèse, c'est avec ça qu'on travaille avec Jean-Baptiste depuis maintenant 4 ans. Hein. Alors, comme lui est un pur scientifique, il se présentera de lui-même, et moi, pas du tout. Je me suis arrêté un tout petit peu avant la division à 2 chiffres, quand j'étais petit. Donc, il a fallu un certain temps avant qu'on se comprenne. Simplement, c'est déjà dans Platon. Vous savez, les dialogues, au début, on essaye de faire en sorte que, comme une prise de courant, les broches et les trous soient bien les uns en face des autres. Mais je crois que ça commence à arriver. Et comment faire pour éviter de retomber dans l'ornière où jusqu'à présent on est tous retombés. Alors il y a encore une réflexion à faire et celle-là tourne justement autour de la cybernétique.
C'est le dernier obstacle sur notre route et je pense que cet obstacle-là, une intelligence artificielle tenant compte de tout ce qu'on est en train de dire, parce que c'est de l'apprentissage de machine, on peut apprendre, pardon de dire les choses grossièrement, mais on peut apprendre une machine à pas déconner, quoi. Non, c'est pas ce qu'on te demande, essaye de faire autrement. Alors tout ça est très complexe naturellement, mais on doit pouvoir y arriver. Donc comment arriver, comment créer un apprentissage qui soit une variante de la méthode essai-erreur, hein, c'est-à-dire qui permette de créer des systèmes capables d'envisager ce que tout mammifère sait envisager, puisque essai-erreur, c'est un proverbe de la sagesse populaire qui dit « chat échaudé craint l'eau froide hein ». Donc le chat, on le piège une fois, mais après ça, hop. Voilà, il faut trouver le moyen d'apprendre à des machines, de dire « ah non, non, ça, on retombe dans le piège et on retombe dans… on va refaire un nouveau prêt de pôle, un nouveau police prédictive, ça ne peut pas marcher. » Comment se tenir dans les clous de quelque chose qui permet vraiment de se concentrer sur des hypothèses positives et, autant que faire se peut, prédictives. Depuis l'après-guerre mondiale, sur quelle base vivent toutes nos industries, tout ce qu'on fait, c'est-à-dire tout ce qui est dans le domaine de la facticité, pour employer le terme philosophique, c'est tout ce qui se fait en tâche de fond, se fait grâce à une variante ou une autre de la discipline cybernétique, sur laquelle tellement en tâche de fond et tellement puissante elle est que les superlatifs abondent, gouvernement du monde, métasciences des systèmes, etc. La cybernétique embrasse toutes les sciences humaines et sociales, touche à la plupart des révolutions scientifiques de la seconde partie du XXe siècle à aujourd'hui. On la voit peu en surface et d'autant plus que, bien entendu, comme elle est elle-même prise dans ce système-là, la médiasphère, tout le monde de l'information, etc., par les médias, parle de tout sauf de ça. Vous n'entendez jamais parler, à part des revues absconses pour techniciens de haut niveau, vous n'entendez jamais parler de cybernétique. Pour son concepteur, donc Norbert Wiener, dont j'ai déjà parlé, qui a vécu, qui est mort en 1964, donc il a vécu assez près de nous. Cybernétique, c'est un mot grec, c'est l'art de manier le gouvernail, vous savez, faire avancer un bateau dans la bonne direction en manipulant le gouvernail. C'est une science du contrôle et de la communication. Au centre du processus de ce qu'il a inventé, en mode par défaut, parce qu'au début, il voulait anticiper, mais comme il n'y est pas arrivé, il dit autant on va essayer d'améliorer ce qui existe, c'est ce qui s'appelle l'effet feedback. C'est ce qui permet de contrôler un système mécanique, psychologique ou social en l'informant du résultat de son action. Dans les termes de Wiener, ça donne propriété de pouvoir ajuster la conduite future en fonction de performances passées, le tout étant orienté sur une finalité. Eh bien, là, encore patatras, on y retombe, on attend de phénomènes passés quelque chose qui va modifier les choses dans l'avenir. Revoilà une fois encore la temporalité. Alors, peut-être faudra-t-il remonter en amont de l'effet feedback pour pouvoir réorienter le dispositif dans un sens du temps qui soit exploitable, dans une dimension où on puisse en tirer, nous, des conséquences qui soient exploitables pour l'avenir. Alors ça, naturellement, c'est une question à creuser. C'est une question à creuser. Nous la livrons à partir de nos observations aux représentants des sciences dures, hein, ceux qui savent ça, et puis on va encore user beaucoup de salive à se comprendre, mais à la fin, dans cette direction-là, à partir d'éléments géopolitiques qui sont cruciaux, si vous ne remontez pas le regard, si vous ne regardez pas les grands espaces, vous n'arrivez à rien. Voilà, donc il faut premièrement avoir la grande respiration, les grands espaces, et puis non pas brasser des données avec tout et n'importe quoi à l'intérieur, mais sélectionner précisément des items qui nous permettent à tel et tel moment de la chaîne sur les stupéfiants, sur les trafics d'armes, parce que naturellement tout ça se renforce les uns les autres. Quand vous voyez des armes arriver en direction de tel endroit et que ce n'était pas le cas avant, ceci s'appelle une rupture d'ambiance. Tiens, pourquoi il y a ça aujourd'hui? Pourquoi il y a des caisses entières d'armes qui partent de…
c'est prédictif sans doute d'une situation d'agitation ou de guerre civile. Voilà, quand vous voyez de la drogue arriver en grande quantité, c'est prédictif d'une crise de santé publique, d'hôpitaux remplis, d'overdoses, de machins, etc. C'est prédictif d'une corruption de la société parce que plus d'argent aux mains des criminels. Donc tout ça est prédictif. On peut faire les choses. Donc cet après-midi, dans cette orientation-là, dans cette possibilité-là, c'est Jean-Baptiste qui vous donnera le résultat de ces réflexions d'abord et puis des résultats sur les petites maquettes qu'on a déjà faites en commun. J'en termine et je vous signale simplement que dans ce que vous allez recevoir d'ici quelques temps quand ça sera imprimé, c'est-à-dire dans la partie de la réflexion sur ce qu'on se dit aujourd'hui, vous aurez quelque chose d'important. C'est un lexique, c'est-à-dire un lexique des mots qu'il faut avoir compris pour pouvoir aller dans... Les mots sont des outils pour la pensée, hein, des concepts, c'est comme des tournevis, mais c'est pas pour la main, c'est pour le cerveau. Donc vous aurez un lexique dans lequel vous aurez un certain nombre de formules ou de mots. J'en prends un, c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose qui permet de comprendre énormément de choses. C'est un concept tiré d'une des disciplines de la philosophie qui s'appelle la phénoménologie. C'est le concept de champ préalable d'inspection. Le champ préalable d'inspection, c'est ce qu'il faut qu'il soit déjà ouvert dans son cerveau avant qu'on comprenne quelque chose. Je vous donne un exemple. Vous êtes au sommet du Kilimandjaro, vous avez fait 50 heures d'ascension, vous êtes en haut et brutalement apparaît devant vous votre cousin Ernest, que vous n'avez pas revu depuis 15 ans et qui habite à Knokke-le-Zout. Vous n'allez pas le reconnaître. Il va falloir quelques minutes avant que le cerveau, parce qu'il n'était pas prévu qu'il soit là. Donc, avant, le cerveau de l'être humain fonctionne de la manière suivante. Je vais aller me laver les mains et donc en place se met dans votre cerveau serviette, savon, eau chaude, etc., tout ce qu'il faut. Champ préalable d'inspection. Comment ça marche? Quand vous avez des enfants qui sont petits et quand vous avez encore l'outil antédiluvien, mais c'est l'exemple que j'ai qui s'appelle une montre, les petits-enfants, ils jouent avec les montres, mais ils ne comprennent pas à quoi ça sert, donc ils les démantibulent et ils les cassent généralement, ils ne savent pas. Vous avez beau leur expliquer 1000 fois à quoi ça sert, c'est inutile, parce que la notion de temps, de temporalité, elle entre dans le cerveau humain à un certain âge, 6 ans, 7 ans. Et auparavant, tout ce que vous pouvez dire pour essayer d'apprendre n'a aucun sens. Ça ne veut rien dire. Le cerveau est à plat à ce moment-là. Quand ma fille était petite, elle venait me voir, elle me disait « Papa, on va au manège ». Alors je disais « Ma chérie, on ira au manège samedi, c'est promis ». Et elle rentrait dans mon bureau 10 minutes après en disant « Ça y est, c'est samedi, on va au manège ». Pourquoi? Parce que la temporalité, ça signifie rien pour elle. Et à partir du moment où l'être humain découvre la temporalité, tous les parents le savent. Vous avez un jour un petit garçon, une petite fille qui entre en pleurant et qui se jette sur vous en disant « Papa, c'est vrai que tu vas mourir ». L'idée que ça va toujours dans le même sens et que ça se termine jamais bien vient de lui entrer dans le crâne. Et à partir de ce moment-là, voilà, la montre, on peut l'expliquer. La temporalité et le champ préalable d'inspection de ce qui fait qu'on peut comprendre ce que c'est qu'une montre. Alors, à ce niveau-là, il y a aussi des possibilités extrêmement riches. Il est possible de faire entrer ces notions-là dans des phénomènes d'apprentissage. Alors, ça me dépasse naturellement infiniment, mais on va se retourner vers les savants des sciences dures et puis on va voir ce qu'ils sont capables d'offrir en la matière. Mais je crois qu'on a la possibilité d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite qu'on ne l'a fait jusqu'à présent dans tous ces domaines-là. Voilà. Donc, pardon, mais ce ne sont pas des choses qui s'expliquent en 2 minutes. J'ai tenu le crachoir trop longtemps. On va avoir une récréation de 5 minutes et après ça, on aura nos 2 camarades venus, l'un de Pologne et l'autre de l'Allemagne, qui vont nous expliquer comment, dans leur pays, ils ont déjà travaillé sur les problèmes d'anticipation, comment ils voient, et ils le font sérieusement. Richard, I'm going to say some nice things about you and compliments, so please not here. On a fait venir la première fois
Richard Machnikovski et des collègues au Conseil national pour la recherche, CSFRS, le Conseil supérieur de la formation et de la recherche scientifique, en 2013, il y a 10 ans précisément, et on leur avait dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Personne à ce moment-là s'intéressait à ce qui se passait dans l'Europe de l'Est. C'était, bon, alors j'avais dit, si, il faut les faire venir. Donc, on avait fait venir un Serbe, un professeur à l'université de Belgrade, et il était assis à la tribune à côté d'un Kosovar qui représentait... Allez, on va être poli, ça s'appelle Bureau d'information du Kosovo, mais c'est service de renseignement local. Et il était assis l'un à côté de l'autre, ils se parlaient gentiment. Vous voyez, on est capable de faire des choses en matière de coopération. En plus, il y avait Richard avec 2 collègues polonais, et plus il y avait une dame professeure à l'université de Moscou. On avait parlé, et Richard, c'était en 2013, nous a dit, du côté de la Crimée, il y a un truc qui ne va pas du tout, là, ça nous inquiète beaucoup. Et donc, les gens qui voient vraiment ceux qui commencent à entrevoir les problèmes. Alors c'est facile de venir en 2015 en disant « Ah, j'avais tout prévu ». Là, et vraiment, au micro, il nous a dit « Là, c'est pas normal ». Donc, voilà, pareil. Et Arndt Sint, qui est de l'université d'Osnabrück, et lui, qui vient de terminer, enfin, qui est en cours d'achèvement d'un grand travail de 3 ans sur les perspectives en matière de crime organisé. Qu'est-ce qui va, pour le centre de l'Europe, où se trouve l'Allemagne, où on va, qu'est-ce qui a changé, quels sont les périls, et je peux vous le dire parce qu'il me l'a dit, c'est un travail que le gouvernement fédéral allemand suit de très près. Donc vous avez affaire à des gens qui vont vous dire des choses, surtout sur ce qui se passe à l'est de l'Europe, c'est-à-dire là où à l'heure actuelle tout le monde a les yeux braqués. Mais ces yeux sont-ils braqués là vraiment où ils devraient l'être, dans la bonne direction? C'est pas sûr. Donc voilà, je ne sais pas, il est de l'heure, mais quelle que soit l'heure, il n'y a pas une pendule quelque part? Non, bon, bref, quelle que soit l'heure. Vous avez l'heure, monsieur? Pardon? Pardon? Il est 10h38, voilà. Disons qu'à 10h50, on se retrouve ici pour la deuxième partie. Et à la fin de la matinée, il y aura des échanges, des questions et des réponses. J'imagine que des questions vous brûlent les lèvres. Alors, certaines en français. Et puis, si c'est pour les autres, je traduirai les questions. Ils répondront en anglais. Voilà. À tout de suite. Dégourdissez-vous bien les jambes et dans 10 minutes.